2 septembre 31 avant Jésus-Christ. Le vent souffle dans les voiles des bateaux mouillant au large du promontoire d'Axiom. Dans une baie grecque, balayée par le vent, 2 flottes se font face. On entend le clapotis des vagues, les bruits des cordages s'entrechoquer et le murmure des hommes, sachant déjà que dans quelques heures à peine se jouera le destin de leur patrie, Rome. Dans les échos du temps, il y a des moments qui changent tout. Ils redéfinissent en quelques instants le destin des hommes et déterminent la voie qu'ils suivront. Au rang de ces instants comptent évidemment les plus grandes batailles de notre histoire. Elles sont l'aboutissement d'une période où rien n'a été gagné, et bien que tout se dessine déjà, le moment où tout peut basculer. Certaines effacent des royaumes, d'autres créent des légendes. Parmi elles, il y a Actium, la bataille qui décida du destin de Rome et, quelque part, d'une autre. La bataille d'Actium, c'est avant tout une bataille navale légendaire dans laquelle s'opposent les héritiers de César. D'un côté, Octave, son fils adoptif, et de l'autre, Marc-Antoine, son plus fidèle lieutenant. Autrefois alliés, ils sont alors les deux hommes les plus puissants du monde romain. Ils se sont partagé le pouvoir après avoir mené ensemble la chasse à l'homme contre les meurtriers de César. C'est une vision certes simplifiée, mais à ce moment-là, Rome sort de plusieurs décennies de guerre civile entre factions rivales. Ces conflits ont mis en avant le rôle des chefs militaires, dont les deux derniers représentants sont justement Octave et Marc-Antoine. Octave règne sur l'Occident, grosso modo de l'Espagne à l'Albanie actuelle, tandis qu'Antoine domine l'Orient, la Grèce, la Syrie et l'Égypte. Cette dernière est encore indépendante, mais elle est depuis plusieurs années sous forte influence romaine. Et c'est justement cette Égypte qui sert de prétexte à la rupture entre les deux hommes. Octave accuse Antoine d'avoir trahi Rome pour Cléopâtre, de préférer le luxe des palais égyptiens aux vertus et à la compagnie de ses concitoyens romains. Bref, en 32 avant Jésus-Christ, la guerre est déclarée. Les deux généraux mobilisent leurs troupes et les mettent en ordre de marche, pour un affrontement final qui décidera qui dominera Rome. Ils se retrouvent face à Actium, un promontoire à l'embouchure du golfe Ambarcique, au nord-ouest de la Grèce. C'est le point rouge sur la carte. Numériquement, les forces sont à peu près équivalentes, mais les lignes de ravitaillement d'Antoine sont fragiles, et Octave, grâce à son amiral, Agrippa, lui impose un blocus naval. Antoine veut forcer le combat sur terre, mais Octave refuse, et attend au contraire pour forcer une bataille navale, confiant sur la supériorité de ses navires, à la fois plus légers et ayant des marins plus expérimentés par les différentes campagnes successives qu'il a menées. Le paludisme et la soif finissent par forcer Antoine à sortir, et le 2 septembre 31 avant Jésus-Christ, le vent souffle dans le dos des voiles des navires d'Antoine qui sortent du détroit. Ils font face à quelques centaines de mètres de là, hors de portée du rivage, à quelques 400 navires octaviens, formant une muraille infranchissable. Après un long moment à se regarder dans le blanc des yeux, et alors que le soleil est enfin à son zénith, les tambours résonnent, et les rameurs se mettent en marche. Les droites d'Antoine foncent sur la gauche du dispositif d'Octave, pour faire la percée décisive. Après avoir simulé un retrait pour désolidariser ses navires de la flotte principale, l'amiral Agrippa fait volte-face et lance ses bateaux et légionnaires à l'abordage dans un combat qui restera longtemps indécis. Pendant ce temps-là, les centres se percutent, mais les navires d'Octave, plus nombreux et plus maniables, prennent vite le dessus, obligeant les navires égyptiens de Cléopâtre, alors en renfort, à attaquer pour éviter l'encerclement complet de la flotte d'Antoine. Alors que les combats font rage, Cléopâtre voit une ouverture dans le dispositif et profite des vents favorables pour prendre le large, estimant alors que le combat pourra être poursuivi sur terre en Égypte. Antoine, suivi de quelques navires du centre, la suivra peu après, constatant que la bataille était déjà perdue. En effet, à ce moment-là,
ses deux ailes sont vaincues et la flotte d'Octave referme progressivement sa nasse pour achever le travail. En fin d'après-midi, la bataille qui décidera du destin final de Rome est finie. La victoire pour Octave est écrasante, et malgré des pertes, il a annihilé la flotte adverse et poussé son commandant à la fuite. Il obtient la reddition officielle de la flotte le lendemain, puis des légions encore fidèles à Antoine dans les jours consécutifs. Je vous ai raconté la bataille d'Actium, qui marque son temps non seulement par ses conséquences directes, sur lesquelles nous allons revenir dans quelques instants, mais aussi par son incroyable casting de personnages célèbres, quasi légendaires, dont les destins parfois tragiques en font encore aujourd'hui des figures culturelles majeures. On y retrouve pêle-mêle Marc-Antoine, le soldat flamboyant, héros des campagnes de César, brillant sur le champ de bataille, mais enchaînant les désastres en politique depuis la mort de ce dernier. À ses côtés, la célèbre Cléopâtre, son amante et dernière pharaon d'Égypte. Polyglotte, stratège, diplomate hors pair, elle est surtout une femme qui gouverne et qui cherche à assurer l'indépendance de son pays dans un monde d'hommes où l'Égypte constitue le grenier à blé d'un monde méditerranéen qui se soumet progressivement à une Rome expansionniste et hégémonique. En face, Octave, 32 ans, froid, méthodique, calculateur. Il n'est peut-être pas le plus charismatique, mais compense largement en étant l'héritier du génie politique de César et de ses ambitions monarchiques. Il a par contre dans son camp un génie militaire, Marcus Vipsanius Agrippa, l'homme à l'origine de la construction du Panthéon de Rome. C'est lui qui conçoit le blocus, lui qui commande la flotte, lui qui remporte la bataille sans pour autant en récolter la gloire. En somme, Actium, c'est une bataille qui marque le dénouement de l'opposition de deux destins, celui du lieutenant et celui du fils, qui ne veulent plus se partager l'héritage, mais au contraire, décider seuls du destin de Rome. Culturellement, elle laisse une trace indélébile sur la représentation des personnages y ayant pris part. Cléopâtre devient une icône tragique. De Shakespeare à Hollywood, on ne compte plus les mythes et les légendes entourant sa vie et sa mort. Antoine est relégué au second plan de l'histoire quand Auguste devient le prototype du souverain éclairé. La bataille elle-même, un symbole du basculement d'un monde vers l'autre. Actium et la victoire d'Octave marquent, en effet, et sans doute en premier lieu, deux choses. À très court terme, la victoire d'Actium marque la fin de l'indépendance égyptienne, puisque Octave poursuit Cléopâtre et Antoine à la suite de sa victoire. Ces derniers se suicident l'année suivante et l'Égypte devient la propriété personnelle de l'empereur. C'est elle qui nourrira Rome. Sans le blé du Nil, la capitale aurait faim. Octave s'assure alors de pouvoir fournir le pain, un des deux éléments qui ont permis à César de stabiliser sa popularité et son pouvoir. Ensuite, la bataille et la conquête de l'Égypte marquent la fin des guerres civiles à Rome. Après plus d'un demi-siècle de chaos politique, opposant d'abord les optimates, les conservateurs, et les populares, plus favorables aux réformes, puis les héritiers de César aux derniers défenseurs d'une république stricte, un seul homme tient désormais les rênes du pouvoir à Rome. Officiellement après sa victoire, Octave rétablit la République. Mais dans la réalité, il invente plutôt l'Empire. Il maintient les institutions, mais les vide de leur substance. Le Sénat fait semblant de gouverner quand Octave, bientôt Auguste, fait semblant d'obéir. Mais le plus impressionnant, c'est peut-être ce qu'Octave fait après la victoire. Il ne se contente pas de régner, il contrôle le récit. Dans sa version, Marc-Antoine devient le traître, l'homme faible, tombé sous le charme d'une reine étrangère, effaçant presque tous les services qu'il a rendus à Rome. Cléopâtre, elle, n'est plus la stratège brillante, la reine qui a réussi à stabiliser son pouvoir, son pays et nourrir Rome, mais une manipulatrice, décadente, qui a privé Rome d'un de ses grands hommes. Et Octave,
Il se peint en sauveur de Rome, défenseur de la vertu et protecteur des traditions. C'est au final l'invention d'une arme politique, encore largement utilisée aujourd'hui, la propagande. Des poètes comme Virgile et Horace transforment sa victoire en épopée nationale. Les statues, les pièces de monnaie, les temples, tout raconte la même histoire. Octave, devenu Auguste, incarne la paix, la justice, la grandeur romaine, et pendant près de 2000 ans, on y a cru. Personne n'a remis en question l'histoire officielle d'Octave. À Rome, comme ailleurs, la vérité sort toujours de la bouche des vainqueurs, semble-t-il. Ce n'est que récemment que les historiens ont commencé à gratter le vernis pour retrouver la complexité des vaincus. L'héritage d'Axiome dans la pensée humaine dépasse alors les ruines et les récits antiques. Cette bataille marque le début d'un modèle de pouvoir. Un seul chef, un état fort, une propagande bien huilée. Évidemment, il existait des rois bien avant Octave, ce qui naît après sa victoire. Ce qui naît à Axiome, c'est bien le personnage de l'imperator Caesar Divi Filius a Augustus, c'est-à-dire Auguste, premier empereur de Rome, fils du divin. Celui qui, reconnu comme tel en 27 avant Jésus-Christ, exerce le pouvoir par sa légitimité naturelle et permet la mise en place d'un système politique stable, centralisé, fondé sur la loyauté à un seul personnage. L'héritage politique d'Octave et d'Axiome est bien de montrer qu'en Occident, un seul homme peut régir un ensemble territorial très vaste, et ce, de manière stable, même s'il est composé d'une multitude d'ethnies et de cultures différentes comme l'est l'Empire romain. Il initie alors une période inédite, celle de la fameuse Pax Romana, un siècle de paix, certes relative, mais de paix tout de même à l'intérieur de l'Empire, qui va pouvoir se développer par la construction, l'art, la littérature, etc. D'Auguste à Napoléon, de Louis XIV à d'autres dirigeants plus modernes, tous ont puisé dans cette image du dirigeant providentiel, garant de la paix et de l'ordre. Parce qu'au fond, Axiome n'est pas qu'une bataille. C'est le moment où l'histoire choisit son narrateur. Et ce jour-là, sur les eaux d'Axiome, Octave ne s'est pas seulement octroyé Rome. Il s'est offert par sa victoire le pouvoir de raconter le passé et quelque part de façonner l'avenir de nos pensées actuelles. C'est pour ça que les échos du temps nous enjoignent à nous souvenir de la mémoire de la bataille d'Axiome, le moment où un monde sombra pour qu'un autre puisse surgir des flots de l'histoire. Pour ma part, j'espère que cet épisode vous a plu, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des Échos du temps.